Bonjour à toutes et à tous, c'est Manef comme d'habitude. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 2 de Podcast Entrepreneur présenté par Soumission Rénovation. Le sujet du jour, on va parler un peu de peinture, on va discuter avec un entrepreneur qui est spécialisé dans ça, essayer de décortiquer un peu ce sujet, poser quelques petites questions et avoir des réponses. Les invités d'aujourd'hui, je suis avec Frédéric. Ça va bien ? Bonjour Manef. Ça va, ça fait plaisir de t'avoir. Frédéric travaille avec moi chez Soumission Rénovation. Et il y a aussi Ali de ProPinceau. Comment ça va, Ali ? Ça va bien, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. On va commencer, je vais vous laisser vous présenter. Je vais commencer par toi, Frédéric, un peu. Oui, en fait, Frédéric, je suis directrice marketing chez Soumission Rénovation depuis l'année passée, en novembre. Et on a commencé, en fait, cette nouvelle initiative de podcast en janvier. Fait que je suis très contente de pouvoir faire part de cette émission. C'est ma première présence. On brise la glace. Ça fait plaisir. Et pour toi, Ali ? Moi, dans le fond, je suis président, directeur général de la compagnie ProPinceau. On est entrepreneur peintre sur la rive sud de Montréal. Parfait. Donc, comme j'ai dit tantôt, on va un peu discuter de l'univers qui entoure la peinture en général, les travaux de peinture et les projets qui concernent ça. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien avoir qu'est-ce qui a fait en sorte que vous devenez, que vous fondez ProPinceau et que vous faites ce type de service-là, que vous offrez ce service de peinture? Oui. C'est ça. À la base, moi, je ne suis pas peintre. Comme je dis souvent, je suis un pousseux de crayon. Donc, j'ai étudié en administration des affaires. J'ai travaillé en vente, marketing, différents types de travail. Et ma conjointe est peintre en bâtiment. Elle avait plus de 10 années d'expérience et puis elle voulait se partir à son compte. Mais elle est pas très douée en administration, tout ce qui est bureau, gestion et tout ça. Fait que l'union fait la force. Donc, on a décidé ensemble de fonder cette entreprise-là. Ça fait 7 ans maintenant, si je ne me trompe pas, que l'entreprise existe. Ça a commencé au début on s'y incorporé, puis c'était elle la peintre, c'était elle l'employé de l'entreprise, et puis moi qui essayais de nous trouver des clients, de nous trouver des leads, pour que finalement aujourd'hui, on a 10 employés, plus moi et ma partenaire. Excellent. Donc, vous faites la paix, en fait. C'est vraiment une personne qui est spécialisée dans la job, spécifiquement de faire la job de peinture, et vous apportez ce côté où c'est plus du marketing, c'est plus la génération de leads, aller chercher Exact. des clients, faire en sorte que ça matche, tout ça. J'imagine que les débuts, c'est pas évident. Non. Donc, j'aimerais bien parler de cette phase-là parce que pour toutes les personnes qui, par exemple, veulent se lancer, vous avez une idée du monde qui entoure cela. Donc, c'est pas évident. On peut en parler dans le sens... premièrement, c'est ça. L'union fait la force. On voit quand même ça souvent dans la construction des associations entre deux personnes. Peu importe le métier, que tu es plombier, tu n'es pas nécessairement un spécialiste, tu ne veux pas faire des payes, tu ne veux pas faire de la tenue de livre ou des choses comme ça. Fait qu'on voit souvent ça, une association entre une personne plus bureau puis une personne plus métier. Fait que ça facilite parce que c'est difficile un one-man show, une personne qui fait tout, parce qu'au début, il faut que tu sois polyvalent, il faut que tu sois capable de faire toutes sortes de choses. Fait que moi, j'avais mon travail. Fait que quand on a parti de cette entreprise-là, moi, j'avais quand même mon travail. Donc, j'étais en support. Et puis, c'est ça, on s'est incorporé pour commencer à trouver quelques clients, bâtir un site web, investir. On avait un peu d'argent, fait qu'on a quand même investi des fonds au début pour se faire un fonds de roulement. Mais c'est ça, au début, c'est trouver des clients. Ce qui est le plus difficile, puis souvent l'erreur que les gens font dans leur départ, c'est qu'ils dépensent trop l'argent qui rentre au début. C'est pas parce que l'argent rentre qu'elle va toujours rentrer avec le même volume. Au début, ça prend du temps avant d'avoir une stabilité. Donc, il faut garder de l'argent dans le compte pour être capable d'investir, de payer, d'acheter des matériaux, des choses ou quoi que ce soit. Les clients ne sont pas toujours prêts à débourser des montants d'avance avant de commencer les travaux. Fait que ça prend un fonds de roulement. Fait que ça, c'est une erreur que souvent les gens font au début. C'est sûr que moi, j'ai un background en publicité et en marketing. Donc, je fais des campagnes de Google Ads, de Facebook, site web, SEO, je fais tout moi-même. Donc, c'est sûr, ça facilite, ça fait un peu moins d'argent à sortir que de payer une agence pour tout faire. Mm-hmm. C'est sûr, le réseautage, ça aide beaucoup aussi pour trouver des clients et tout ça. Puis après ça,
client régulier, on a pogné un contrat de sous-traitance pour une personne. Là, les contrats rentrent, premier employé, deuxième employé, là, stabiliser ça avec 2 employés tout le temps. Fait que pas grossir trop vite non plus, pas engager 5 personnes d'un coup. Surtout dans la construction, des fois, ça peut prendre 90 jours, 120 jours avant de se faire payer. Mais les employés, ils n'attendent pas que tu te fasses payer pour se faire payer. Fait que ça prend de l'argent. Moi, à toutes les semaines, j'ai 15-20 000 de paye à toutes les semaines là, qui sortent. Il ne faut pas que j'attende que mes chèques de mes contrats rentrent pour payer mes employés, sinon tu perds tes employés. Il faut prévoir une saine gestion, c'est très important dans le démarrage. OK, c'est intéressant. Est-ce que, dans le fond, je ne sais pas, peut-être les débuts, est-ce que vous avez essayé de vous incruster aussi par rapport à ce que fait votre femme et à la job de peinture? Parce que aussi, même si vous faites pas les travaux directement, il faut que les clients ou les projets que vous trouvez ou ce que vous affichez ou ce que vous faites comme marketing matchent un peu ce monde-là de peinture et autres. C'est sûr qu'il a fallu que je fasse une immersion dans le métier, apprendre le métier. Je réponds beaucoup au téléphone, donc les gens ont des questions. Il faut que je sois capable de répondre aux questions techniques, quel produit qui va sur quoi. Puis ça, c'est quand même la base du métier, justement, savoir quel produit appliquer, à quel moment, à quel endroit, les techniques. Donc, c'est sûr, il a fallu que je plonge là-dedans, même d'aller peinturer avec l'équipe pour en apprendre un peu plus, parler avec les fournisseurs. Les fournisseurs donnent de la formation sur les produits aussi, des choses comme ça. Il faut se tenir au courant de l'évolution. Les produits, ça change, les temps de séchage. Puis d'un produit à l'autre, c'est différent. Fait que de ne pas assumer, puis prendre le temps de bien lire à propos des produits aussi, parce que une mauvaise application égale un mauvais résultat. C'est pas évident. Je ne sais pas comment vous fonctionnez par rapport à vos stocks. Est-ce que vous savez ce que, par exemple, au niveau de la peinture, vous savez que ce produit-là de peinture, c'est le plus utilisé, donc vous en achetez une grosse quantité, vous essayez de travailler avec, ou vous achetez au fur et à mesure des projets? Tout ce qui est couleur, ça, c'est au fur et à mesure. Je le commande chez mon fournisseur, il livre directement sur les chantiers. C'est sûr que tout ce qui est matériel, ça, je l'achète et je le stocke à mon entrepôt. Les rouleaux, moi j'ai même fait venir des containers de matériel de la Chine là, que j'ai fait faire sur mesure pour mes besoins comme j'aimais. Ça baisse mon coût. J'ai toujours le matériel que j'ai besoin. J'achète des caisses de tape ou quoi que ce soit, les rouleaux de carton pour protéger les planchers. Fait que ça, le stock, ça j'en ai beaucoup. C'est ça, les couleurs, c'est sur mesure parce que c'est différent à chaque client. Puis il y a des choses que, l'après, donc le primer, ça, j'en tiens toujours en stock, c'est bon partout. Puis après ça, des fois, c'est sûr, je regarde aussi quand il y a des promotions. Par exemple, primer à l'huile là, de marque Bin qu'on utilise beaucoup, qui est quand même assez dispendieux. Mais quand il tombe en spécial, j'en achète plein, je le stocke à l'entrepôt. Fait que ça m'aide à faire un peu plus de profit aussi à ce niveau-là. Ouais, j'imagine. Là, vous êtes 10 dans l'entreprise? Oui, 10 peintres à temps plein. C'est vous qui gérez les 10 peintres? Oui, moi et ma partenaire. Elle gère tout ce qui est les chantiers. Fait que c'est elle qui fait le workflow, quel employé qui va sur quel chantier, ça prend combien de gens, c'est elle qui commande le matériel, la peinture pour les chantiers, mais moi, c'est moi qui fais les payes, par exemple, c'est moi qui fais les embauches, des choses comme ça. OK, donc vous pouvez être soit les 10 sur un même projet, ou bien les 10 éparpillés sur 5 projets différents. Ça dépend, c'est ça. Comme tu sais, la semaine prochaine, on peinture 2 caisses des jardins en même temps. Fait que là, pas mal toute l'équipe est là en même temps. Tandis que c'est sûr que quand on fait... Parce que tu sais, nous, on fait vraiment tout. On va faire du commercial, du résidentiel, de la maison neuve, artistique, béton décoratif et autres. Fait que tu sais, c'est sûr, dans une maison normale, tu débarques pas avec 10 personnes, tu te piles sur les pieds. Fait que tu sais, on a des équipes de 2 ou de 3 dans une maison. Fait que tu sais, je peux avoir 3-4 chantiers qui roulent en même temps, tout comme je peux avoir un gros chantier et tout le monde est là. Ça dépend des genres de projets. Si vous avez comme plusieurs projets en même temps, c'est toi elle qui va faire la gestion des projets? Oui, la logistique. La logistique, dans le fond, tu sais, donner les tâches. Nous, on a un CRM, fait que tous les employés voient les tâches, les descriptions, les codes de couleurs dans notre CRM. Moi, ma tâche, c'est d'amener le matériel. Par contre, mon fournisseur de peinture amène la peinture, mais mettons les échelles, le matériel plus lourd que les peintres ne traînent. Les peintres prennent leur matériel de base, leur pinceau, leur rouleau, les choses comme ça. Mais le reste, moi, je l'amène, je m'assure de les approvisionner avec tout ce qu'ils ont besoin. Mais c'est ça, c'est ma partenaire. Elle me dit demain, amène la pompe à peinture à tel chantier, l'échelle à tel chantier. Elle me dit quoi amener, puis moi, je m'occupe des livrer. Elle fait les listes, t'exécutes. Ouais, exact. On partage les tâches. C'est un bon travail d'équipe. Yes.
La fréquence où vous engagez des personnes, parce que ça a pris quand même 7 ans pour vous retrouver avec 10 employés, travailler chez ProPinceau, mais au début, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous dites, OK, on a besoin d'une personne en plus? Ben, les contrats, tu sais, c'est qu'à un moment donné, les contrats, c'est quand tu prends un gros contrat, tu veux pas le faire tout seul, là. Tu sais, puis être là pendant 6 mois. Fait que là, c'est personne, mais on est vraiment allé, tu sais, j'engage une personne à la fois, là, pas, tu sais, puis là, s'assurer de faire son onboarding, faire sa formation, s'assurer qu'on prend nos standards de qualité, puis tout ça. On y va une personne à la fois. Tu sais, c'est sûr que moi, mon objectif, j'aimerais ça grossir plus. Ma partenaire, elle aimerait ça rester comme ça. Fait que ça, c'est... Pourquoi ces deux choix? C'est que elle trouve que c'est beaucoup de gestion. Moi, j'essaie de lui montrer... Moi, le modèle que j'envisionne, c'est que je crois que, justement, quand que tu montes à 30, 40, 50 employés, bien là, après ça, tu peux payer des gestionnaires de chantier, des chefs d'équipe et tout ça, qui, eux, supervisent. Fait qu'à la place d'être nous deux qui supervisent tout le monde, mais là, tu as des gens qui sont en charge de superviser. Tu peux te permettre de payer ces gens-là quand tu as plus de volume. C'est sûr que moi, j'aimerais ça attaquer des encore plus gros contrats. Donc, c'est sûr que quand tu attaques des plus gros contrats, ta marge de profit en pourcentage est plus basse. OK? Donc, tu fais moins d'argent par employé. Sauf que quand tu pognes des immeubles de 400 logements, puis tu es là pendant 4 mois, ben, tu as beaucoup moins de gestion. Tu sais, quand tu fais des maisons de particuliers à toutes les semaines, des codes de couleurs différents, des ci, des ça fait de la gestion, ça fait beaucoup de paperasse. Tandis qu'un immeuble de 400 appartements, que tout est blanc, tu fais venir de la peinture, ta gang est tout le temps là, ils savent où est-ce qu'ils sont rendus, fait que c'est beaucoup moins de gestion. Sauf que vu que tu fais moins de profit par employé, mais donc le but, c'est de grossir et de pogner des plus gros contrats. Moi, je pense que ça serait moins de gestion d'aller vers des contrats comme ça. Ma partenaire, ben, c'est sûr qu'elle est stressée. Fait que, tu sais, un gros contrat comme ça qui ne te paye pas, c'est compliqué aussi. Là. J'imagine aussi qu'il y a aussi l'aspect, comme vous dites, que vous engagez une autre personne pour gérer aussi d'autres personnes. Donc, c'est une grosse... on dirait que vous allez vraiment déléguer une tâche que vous avez fait pendant 7 ans. Donc, je sais que vous avez une approche vraiment stratégique à ça, mais il y a aussi d'autres entrepreneurs qui se disent, qui ont un peu peur d'enclencher, de déléguer et de se dire, OK, je laisse ça et je vais me concentrer sur quelque chose d'autre. Donc, c'est une prise de risque d'un côté, mais d'un autre côté... il y a la peur du changement, la résistance au changement. Il y en a qui ont peur de perdre le contrôle, qui aiment les tâches qu'ils font. Il y a une autre crainte, par contre, que n'est pas la mienne, mais que j'entends beaucoup auprès de mes collègues. J'ai énormément de collègues qui, eux autres, ils restent à 3, 4, 5 employés maximum, parce qu'ils disent que quand tu as plus d'employés, tu as plus une perte au niveau du contrôle de la qualité. Puis que toi, tu as des standards de qualité, mais que là, plus que c'est gros, plus que ça devient difficile. Fait qu'il y en a qui disent, je fais le même nombre d'argent si j'ai 4 employés que si j'en ai 10, puis je suis capable de contrôler plus la qualité avec 4 employés. Fait qu'il y en a qui veulent pas, c'est intentionnel, ils veulent pas grossir, ils disent c'est trop de gestion, c'est pas ça que je veux. Je veux pas gérer une multinationale, je veux faire de la peinture, puis avec mon équipe de 4, je suis bien. C'est une question de vision, d'ambition, là, je pense. Oui, puis l'objectif aussi, à quelque part, si quelqu'un veut justement rester petit pour avoir plus de contrôle, mais on peut aussi grossir, garder un certain niveau de contrôle quand on engage des personnes de confiance. Ce qui, en fait, mène à ma prochaine question. Je me demandais, ton roulement, comment, dans 7 ans, là, est-ce que tes employés restent? Mon roulement, il est quand même bas. Je te dirais que j'ai plus de la misère avec mon embauche qu'avec ma fidélité de mes employés parce que on les traite bien. On les traite bien. Tu sais, dans la construction, qu'est-ce qui est difficile, c'est que c'est syndiqué, donc salaire conventionné. Donc, ils travaillent pour moi, ils travaillent pour quelqu'un d'autre. La plupart du temps, ils vont gagner le même salaire. Fait que pourquoi je travaillerais pour toi? Je peux aller travailler du travail ailleurs. Fait que qu'est-ce qui fait la différence? C'est la marque employeur. Comment tu les traites? Comment ils se sentent au travail, comment tu les valorises, les petits plus. Fait qu'exemple, premièrement, moi, je fais un cadeau à chaque employé à son anniversaire. À toutes les années, tout le temps. On organise des 5 à 7, des activités. Je paye la demi-heure de dîner. Fait que des petits plus que je peux faire pour eux. Cet hiver, j'ai amené à peu près la moitié de mon équipe au Nicaragua. Fait qu'on est parti en voyage tout l'hiver. Puis c'est pas que j'ai choisi la moitié de l'équipe, c'est que la moitié pouvait pas, restriction familiale ou autre. Mais tu sais, c'est des petites choses comme ça qui font que je pense qu'ils sont bien. Fait que j'ai pas eu beaucoup de gens qui ont quitté par eux-mêmes. Oui. C'est moi, parfois, qui a dû terminer des emplois, dû
conflit, qualité de travail ou autre. Mais ça démontre vraiment que, dans le fond, ces investissements-là que tu fais, là, mettons un voyage au Nicaragua, on peut se dire « Ah, ouais, mais c'est coûteux pour mes employés », mais dans le fond, c'est pas coûteux parce que tu n'as pas besoin de faire de la formation, du recrutement, de la formation à nouveau. Tu gardes le même monde, tu les gardes heureux, puis en plus, tu peux profiter des super belles occasions, là. C'est un mindset. Tu sais. Comme je vous disais, moi, mon problème, il est plus au niveau du recrutement. 4 sur 5 ne rentrent pas la première journée. C'est 80 là, ça, là, la première journée. Tu sais, puis des fois, là, je prends mon temps, là, le week-end, là, je fais une entrevue le dimanche après-midi. OK, tu commences demain matin. Qu'est-ce qui s'est passé entre dimanche, 2h PM, puis lundi matin, 7h, pour que tu rentres pas? Ouais. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Là, moi, je prends mon dimanche. Là, Est-ce que c'est générationnel, ça? c'est sûr qu'il y a du générationnel. C'est sûr que l'industrie de la construction en général, c'est comme ça parce que c'est facile de trouver du travail. Tu sais, je pense que moi, pour avoir travaillé dans des bureaux, dans des milieux professionnels, c'est un petit peu différent dans les bureaux. Dans la construction, c'est quand même assez... c'est commun? C'est quand même assez commun. Mais oui, les plus jeunes... Puis tu sais, moi, j'ai des gens de 20 ans à 60, 61, la plus âgée dans mon équipe. Tu sais, mes personnes qui sont plus proches de 60 ne s'absentent jamais du travail. Non, mais ça c'est... oui. C'est générationnel. C'est générationnel, ça, oui. C'est pas eux qui ont 60 ans qui rentrent pas un lundi parce qu'ils ont fait le party la fin de semaine. Non. C'est pas ces gens-là, tu sais. Fait que... mais ça prend tout pour faire une équipe, par contre. Parce que, tu sais, ces gens-là, ben, des fois, un peu plus mal aux genoux. Peinturer des moulures, c'est plus dur. Fait que des fois, regarde, les jeunes, les plus jeunes, ils commencent dans le métier, ben eux autres, on va leur faire les garde-robes ou des choses comme ça. Fait que ça prend tout pour constituer une équipe. Mais tu sais, comme ton introduction un peu à la question, est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce que il faut calculer le coût de renonciation? OK? Pas combien ça me coûte de garder mes employés, c'est combien d'argent je perdrais si j'aurais pas ces employés-là. Ouais. Puis, tu sais, pour te donner un autre exemple, mettons, moi, l'hiver, je vais m'assurer de les faire travailler tout le temps l'hiver, même s'il y a beaucoup moins de travail. Fait que j'investis énormément d'argent en publicité. À un tel point que, tu sais, des fois, en janvier, février, je perds presque de l'argent parce que je suis obligé de mettre énormément d'argent en publicité. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas de perdre de l'argent parce que je garde mon équipe. Puis là, quand on arrive dans la haute saison, c'est là que je fais mon argent. Tandis que si je perds 4 employés pendant l'hiver, combien d'argent je vais perdre 4 employés à temps plein pendant tout l'été qui ne travaillent pas? Absolument. Je vais perdre plus d'argent que ce que la publicité m'a coûté ou ce que le voyage m'a coûté. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est commun dans le domaine, dans le fond, d'avoir des gens seulement l'été et des congédiés pendant l'hiver ou pendant dans la le break? construction, en général, c'est assez commun. Il faut faire une gestion du chômage. Dans le fond, tu sais, il y a beaucoup de gens qui gardent leur demande de chômage ouverte à l'année, dans le fond, pour que ça soit plus facile comme réactiver. Tu sais, nous, vu qu'on fait du résidentiel, du commercial, on fait vraiment de tout, de la maison neuve, on n'a pas vraiment de creux entre nos chantiers. Mais c'est sûr que quelqu'un qui fait juste des gros chantiers, là, ton gros chantier est fini, ton autre, des fois, il commence juste dans un mois. Fait que là, des fois, ben, t'as pas d'ouvrage pendant un mois. Mais l'hiver, je te dirais qu'il y en a énormément qui font 2 mois, 3 mois sur le chômage dans la construction générale. C'est un gros avantage que tu as pour travailler chez ProPinceau, là, de garder le travail, d'assurer le travail pendant l'hiver. C'est ça. Mais il y en a, c'est sûr, qui me disent je veux prendre un mois de vacances. Moi, je ferme un mois l'hiver. Je ferme un mois. On ferme 2 semaines aux vacances de la construction l'été, un mois l'hiver, vu que c'est plus tranquille. Tout le monde en profite pour se reposer. Ils ont le droit à leur chômage pendant ce temps-là. Mais il y en a des fois qui me disent regarde, je prends 2 mois, je m'en vais en Floride. C'est correct. C'est moins de casse-tête pour moi de trouver de la job dans la période morte. OK. Juste une petite question, si on retourne un peu en arrière au niveau du recrutement. J'aimerais savoir si vous avez des critères de recrutement. Est-ce que quand vous faites le recrutement, est-ce qu'il y a des points ou des indices qui vous aident à prendre votre choix? Ben, s'ils rentrent la première journée, c'est déjà bon. Oui et non. Mais dans le fond, vraiment, ça prend de tout pour faire une équipe. OK? Fait que c'est sûr que quand tu travailles sur des chantiers commerciaux qui sont régis par la CCQ, ça prend des compagnons, ça prend des apprentis, puis tu as des ratios d'apprentis avec le nombre de compagnons. Fait que ça sert à rien d'engager trop d'apprentis si tu n'as pas assez de compagnons ou l'inverse. Fait que vraiment, les cartes de compétences, c'est une des choses qu'on regarde. Avant, je passais des entrevues téléphoniques beaucoup plus longues.
comment il est ton découpage, t'es bon comment avec le plâtre, des choses comme ça. Puis je me suis rendu compte que ça ne servait absolument à rien de leur demander ça au téléphone, parce qu'au téléphone, c'est tous les meilleurs. Ouais. C'est toutes les meilleurs. Fait que moi, maintenant, là, je leur dis, rentre, viens travailler. Puis s'ils n'ont pas de carte, je leur dis, ben on va discuter de ton salaire après que je t'ai vu travailler 2-3 jours. S'ils ont des cartes, ben là, ils sont payés selon le décret. C'est bon. Fait que ça, tu sais, c'est sûr, leur expérience aussi, puis dépendamment du temps de l'année, je vais pas engager quelqu'un qui a pas d'expérience ou qui a peu d'expérience l'été. C'est la grosse saison, il faut que ça roule, j'ai pas le temps là, de former quelqu'un. Tandis que l'hiver, c'est plus tranquille, je peux me permettre de prendre un apprenti puis de prendre 2-3 mois pour le former pour qu'il soit prêt quand la saison. Okay. Fait que, en gros, j'ai pas nécessairement de critères, c'est plus une fois qu'ils sont sur le travail, là, pas pré-embauche. Une fois qu'ils sont là, c'est sûr, la confiance est importante. Ouais. Le respect, la qualité du travail, la vitesse d'exécution. Après ça, si tout est là, ben, je vais bien les traiter puis ils vont être bien. Parce que quand j'y pense, le fait, quand on a discuté de comment garder ses employés, comment faire pour pas bien les traiter, mais juste être vraiment présent pour qu'eux soient d'autant plus présents pour l'entreprise. Je pense que d'un côté, c'est pas évident. Quelque chose comme ça s'apprend pas, ou ça peut s'apprendre plutôt, mais c'est plus l'aspect personnel qui rentre en jeu. Ça veut dire que c'est parce que vous êtes comme ça et que vous respectez les personnes avec qui vous travaillez et que vous trouvez que c'est bien de travailler avec eux, donc pourquoi pas les garder, je vais investir dans ce... C'est pas le même mindset qu'une autre personne. Mais ça s'apprend, ça se travaille, par contre. C'est de la base de management, de gestion. S'intéresser envers ses employés. S'intéresser, puis savoir dans quel état d'esprit qu'ils sont aussi. Un employé qui est en train de vivre une séparation, puis que ça va pas bien à la maison, tu le laisses un peu plus tranquille. Un employé que ça va super bien, qui est en feu, bien là, c'est là que tu peux le pousser un peu plus, puis aller l'aider à performer plus. S'intéresser à eux, de savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ils vont bien. Puis les petites reconnaissances aussi, comme nous, on a un groupe Messenger, qu'on est tous dedans. Puis quand je reçois des clients qui nous disent « Ouais, merci, Stéphane et Céline, on fait vraiment un excellent travail. » Mais moi, je prends une capture d'écran, je le mets dans le groupe, je les félicite devant tout le monde. Quand tu veux chicaner un employé, tu le fais jamais devant tout le monde. Tu le fais individuellement. Quand tu veux féliciter un employé, là, tu le fais devant tout le monde. Je mets des publications sur mes réseaux sociaux avec les employés, des fois des photos d'eux, puis ils me disent « Hey, j'aime ça, je trouve ça le fun que tu mets des photos de nous, puis tout ça, je trouve ça valorisant. » Fait que c'est vraiment la valorisation, qu'ils se sentent appréciés, qu'ils sentent que leur travail. Parce que c'est facile, des fois, ça arrive des erreurs, là, puis on est tous portés. Bon, c'est plus facile de chicaner, mais il faut y penser aussi à quand ils font des bons coups. Hey, félicitations, belle semaine, cette semaine, c'est une belle semaine, gang, puis lâchez pas votre bon travail. C'est les petites choses qui font la différence. Exact. Moi, je vois plus que c'est vraiment côté humain qui prime sur... parce que voilà, y a d'autres personnes qui vont se dire t'as des problèmes, c'est pas mon problème à moi, t'as juste à faire ta job, mais c'est extrêmement important, moi aussi, je pense. Et ça doit être dans toutes les entreprises, ça doit être effectué de cette manière. Oui, puis ça peut être des petites affaires là, qu'on reconnaît. Là. T'es venu, ou t'as apparu la première journée de travail, ou... C'est vraiment des mini-affaires comme « Ah, il a fait vraiment chaud cette semaine, puis je sais que ça a été difficile pour tout le monde. Félicitations. » Ouais, amener des Mr. Freeze sur le chantier, ou des petites attentions, là, ça prend pas grand-chose. C'est vrai. Ces petites attentions comme ça, je pense que c'est un peu rare. Donc, quand tu les vis, c'est vraiment... c'est impactant, donc ça peut jouer comme je dis, juste rôle. Un petit cadeau à leur fête. C'est pas grand-chose que je leur achète, mais je souligne leur fête, je prends le temps de venir les voir, c'est une pensée, puis... Ça montre qu'ils ne sont pas juste des numéros. Moi, j'aimerais bien retourner un peu en arrière et discuter des stratégies que vous avez établies pour grandir votre entreprise. Parce que je pense que vous vous êtes concentré vraiment beaucoup sur ça au début. Donc, comment vous y êtes pris pour je sais pas, je pense que peut-être créer le site web, rechercher des clients, comment vous avez fait en sorte de mettre en avant votre entreprise, le nom de votre entreprise, que vous soyez un peu reconnu et avoir tout ça? Oui, ben c'est sûr que, comme je t'ai dit, j'ai de la facilité quand même au niveau du marketing, ayant travaillé dans le domaine pendant des années. La base, c'est sûr, c'est d'avoir un bon site web qui explique bien qu'est-ce que vous faites, qui a de l'air professionnel. Surtout, dans la construction, les gens, souvent, ils ont eu des mauvaises expériences. Il faut qu'il y ait le lien de confiance, il faut que ça soit clair qu'est-ce que tu fais, puis que tu aies l'air d'avoir une bonne réputation. Fait que ça, c'est sûr, c'est la base.
Là, se mettre de l'avant après, c'est sûr, comme moi, j'investis beaucoup dans le Google AdWords. OK. Fait que ça, c'est vraiment, j'ai des mots-clés dans le territoire que tu veux, puis quand les gens cherchent un peintre, ben, ton annonce, elle sort directement. Parce que, là, on rentre un peu dans le théorique, là, mais tu sais, dans la publicité, tu as de la publicité créative puis directive. Créative, c'est rejoindre les gens quand c'est du branding. Ils sont pas en mode recherche, mais tu te fais voir. Directive, c'est quand ils font une recherche, là, tu veux être là. Faut marier la balance entre les deux. Faut te faire voir, mais il faut être trouvable quand les gens recherchent aussi. Fait que c'est trouver la balance entre les deux. C'est sûr que tout entrepreneur qui commence essaie des choses, ils n'ont pas tous le même retour. Il y a des choses que tu fais des fois qui c'est difficile à mesurer le retour. Tu sais, tu te fais une publicité, par exemple, sur un autobus. Les gens ne vont pas nécessairement prendre la photo de l'autobus en conduisant, mais ils voient ton logo, puis là, dans 6 mois, ils ont besoin de toi, ils font une recherche. Là, ils voient ton nom, ah, j'ai déjà vu ce nom-là, OK. Oui, c'est vrai. Fait que ils vont pas dire, par exemple, je t'ai vu sur l'autobus. Je suis allé sur Google, puis je t'ai trouvé. OK. Fait que c'est mettre différentes stratégies, mais tu sais, un conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est de toujours être en recherche de clients. OK? Moi, j'ai des amis qui sont contracteurs, puis là, je les invite dans des soirées de réseautage. Ils me disent, ah là, je suis débordé, là, j'ai des clients pour les 3 prochains mois. Justement, tu as le luxe en ce moment de te permettre de choisir les clients que tu veux. Arrête pas, attends pas de plus avoir de clients pour te mettre à chercher des clients. Tu as des clients, ça veut dire que tu as de l'argent, tu es capable d'investir pour aller faire de la publicité puis trouver d'autres clients. Donc, c'est tout le temps gérer son pipeline, son workflow et tout le temps être en mode de recherche de clients. Excellent. Dans le fond, quand vous avez commencé, est-ce que vous prenez tous les projets que vous avez ou vous êtes un peu sélectif aussi de ce côté-là? Ben, c'est sûr qu'au début, on n'avait pas d'employés avec des cartes CCQ, donc on faisait plus de la rénovation, donc du hors décret. Fait que ça a commencé vraiment plus dans le résidentiel au début, jusqu'à temps que justement qu'on engage des compagnons et puis tout ça pour pouvoir faire des projets commerciaux. C'est sûr que c'est ça. Au début, tu prends un peu n'importe quoi. Je veux dire, même si c'est juste une petite chambre à coucher, ben, tu la prends. Faut que tu te fasses un nom, mais la personne que tu fais juste la chambre à coucher, elle te rappelle peut-être 1 an plus tard, 2 ans plus tard, elle te réfère peut-être sa belle-sœur, tout ça. Fait que, quand tu commences, il n'y a pas trop de petits jobs. Tu prends n'importe quoi. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je me déplace pour un minimum maintenant. Là. Fait que, même si ta job, c'est 2 heures, je vais te charger au moins une journée de travail parce que mon employé, sinon, je vais le mettre ailleurs. Lui, il veut sa journée complète de travail. Mais au début, tu n'as pas le choix de prendre un peu tout ce qui passe. OK. Puis est-ce que tu as des clients qui reviennent? Oui. C'est quoi à peu près la fréquence moyenne de tes clients? Est-ce que tu le sais? C'est quoi la fréquence des clientes qui reviennent? Parce que je vous dirais que les femmes sont plus portées à repeinturer plus fréquemment que, changer de décor. Que les hommes. Là. On arrive souvent chez les clients et oh, ma femme veut encore changer de couleur. Il blâme la femme, mais dans le fond, il est très content aussi. Ben oui, mais happy wife, happy life. Donc, on a énormément de clients qui reviennent ou qui nous réfèrent d'autres clients, mais souvent, les gens, ils font aussi dans le résidentiel, là, du moins, mettons, c'est par projet. Regarde, on fait le rez-de-chaussée cette année. L'année prochaine, on fait le sous-sol. L'autre année d'après, on fait l'étage ou des choses comme ça. Puis c'est sûr, il y a des clients que, tu sais, bon, ils changent de couleur aux 2-3 ans. Ça change vite, les tendances. Mais les clients, quand ils sont satisfaits, par contre, ils réfèrent souvent les membres de la famille. Oui, OK. Mais oui, on a beaucoup de clients répétitifs. Moi, je réponds au téléphone. Et puis, je cédule les rendez-vous dans l'agenda, mais c'est ma partenaire qui va faire les visites pour les soumissions et les estimations. OK. Ben, on parle tous les deux aux clients tout au long du processus. Donc, si un client vous rappelle, ça veut dire que c'est 50% côté que vous avez bien fait votre job, et l'autre 50%, c'est le relationnel entre le client et celui qui va faire la job. Donc, parce qu'il y a des cas où il y a un peu... Ce qui revient, c'est que ce qui est important, et que tout le monde dit que c'est important, c'est la relation et bien se présenter envers le client, bien le comprendre ses besoins et être, et effectuer de la bonne job. Mais c'est pas forcément tout le monde qui va chercher ce côté à discuter avec le client ou à savoir pourquoi il veut utiliser cette couleur ou qu'est-ce qu'il veut faire de plus ou aller chercher plus vers le client. C'est juste je viens, je peinture et je pense que ça s'applique à tout dans la vie. C'est le small talk qu'on appelle. Quand tu rencontres quelqu'un,
Je vais pas arriver chez un client puis bon, tu fais une soumission de peinture, tu sais, je vais essayer de c'est beau votre maison. Ah, OK, vous jouez au golf, tu essaies de regarder des affaires, tu essaies de développer un lien avant. Fait que c'est sûr, la relation avec le client est importante. La mise en confiance, c'est sûr, nous, on se présente bien, on a des beaux véhicules, on a tous des chandails, des habits, des choses comme ça. Dans la construction, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se présentent pas bien. Hein? Il y a encore des gens qui font des soumissions sur des pads de papier là, du magasin de $1. Nous, on a un CRM, on envoie des belles soumissions ventilées, détaillées, les gens comprennent exactement dans quoi ils s'engagent, le lien de confiance. Puis, je peux vous donner un exemple, je suis en train de peinturer une maison en ce moment, puis c'est une maison assez prestigieuse. Et puis la dame, son ancien peintre, il sentait l'alcool tout le temps. Il sentait l'alcool. Un soir, il est parti. Il a laissé sa peinture dans la panne sans la couvrir. Le chat a pilé dedans. Puis il a fait des traces sur son divan à 50 000 Aïe, aïe, aïe. Fait que la cliente, ben là, elle était très craintive. Mais là, nous, juste de la façon qu'on communique, qu'on parle, la rassure, OK, on vient telle date, on vient. Ça la met en confiance. Fait que c'est sûr que c'est tout, parce que j'ai beau bien me présenter puis bien parler, par contre, si je fais pas du bon travail, ils vont pas plus me rappeler non plus. Fait que la qualité du travail est importante, mais la relation, comme tu dis, le contact humain est très important aussi. Ouais, je trouve aussi. Bien communiquer, respecter ses délais. Exact. Et faire un bon travail. Exact. C'est ça. Nous, on a un workflow, puis OK, ça va être telle semaine qu'on fait les travaux. Parfait. Nous, ça nous prend les codes de couleur, telle date. Parfait. OK, regarde, demain matin, on va être là à telle heure. Parfait. Je viens livrer les matériaux. On fait le tour sur le chantier, confirmer les travaux. Les travaux sont réalisés à la fin. Faire une inspection avec le client. Puis avant d'envoyer la facture, souvent, on appelle le client. Êtes-vous satisfait? Oui. OK, parfait. Nous, on fonctionne sur la confiance. Moi, je ne demande même pas de dépôt à mes clients. Moi, j'achète le matériel, je fais le travail, puis je facture une fois que le client me dit qu'il est satisfait. OK. C'est intéressant. Est-ce que ça touche tous les aspects, même vous avez donné l'exemple de donner une soumission, même le fait de recevoir une soumission qui est bien détaillée, bien fournie, que le client peut comprendre, parce que c'est pas tout le monde qui peut aussi comprendre ce qui se passe dans le domaine de... Je me fais souvent dire, vous étiez pas le moins cher, mais je vous ai pris parce que vous avez de l'air professionnel, votre soumission est très détaillée, je sais exactement qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, donc il n'y aura pas de surprise, puis on sait à quoi s'en tenir. Exactement. J'ai eu le même souci quand j'ai reçu plusieurs soumissions pour mon toit. Puis quand je vois une soumission versus l'autre, ici c'est clair qu'est-ce qu'il y a sur une soumission, l'autre, bon, c'est à peu près ça ce montant-là, même si c'est moins cher, je n'irai pas avec le moins cher, je veux avec celui que je vais être sûr que ça va être les bons produits, que tout va être là, vraiment tous les détails. Comme tu dis, c'est pas nécessairement le moins cher qui gagne dans la soumission. Il y a un dicton qui dit si vous pensez que ça coûte cher engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Oui, exactement. C'est vrai. Oui. Mais il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté où quelqu'un vient de démarrer une entreprise, donc il est forcément encore... Il n'a pas le statut d'expert, mais il ne peut pas ne pas avoir ce statut d'expert et se positionner comme étant un expert, donc il est obligé, je ne sais pas s'il est obligé, mais c'est mieux pour lui de fournir un prix qui est vraiment compétitif par rapport aux autres. Oui. Mais après, ça dépend parce que c'est pas... C'est sûr qu'au début, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas être le plus cher. Sauf que même si ton entreprise est jeune, la personne qui parle d'entreprise, elle doit avoir de l'expérience quand même avant dans le métier, l'avoir faite pour d'autres personnes. Tu dois connaître quand même ton métier pour te lancer là-dedans, sinon là, ça va pas bien aller. Mais c'est sûr que c'est ça. L'entreprise en démarrage, elle va peut-être coûter moins cher, mais est-ce qu'elle a-tu pris une assurance? Si elle brise quelque chose chez vous, est-ce qu'elle est prête à ça? L'histoire du chat en question que je vous ai conté tantôt, là, le peintre, là, il a quitté sans se faire payer. Il n'a pas demandé de se faire payer, mais il n'a pas voulu dédommager pour le divan à 50 000 $. Il le savait, il n'y avait pas d'assurance. Moi, ça m'arriverait quelque chose comme ça. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis couvert. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé, là, malheureusement, on a beau être très compétent, ça arrive des accidents. J'ai déjà dû faire sabler des planchers sur des clients. Je ne vais pas fuir. Ce client-là, j'ai tout réglé, je fais sabler son plancher. Moi, quand j'engage un entrepreneur, là, s'il fait une erreur sur une mesure, sur une coupe, sur quelque chose, mais j'y parle puis il vient corriger son erreur, j'ai aucun problème avec l'entrepreneur s'il vient corriger son erreur après. Ça arrive, là, des erreurs, c'est le résultat final qui est important. Fait que c'est ça. C'est faire face à la musique, même quand c'est difficile. C'est ça, c'est le même principe qu'avec les employés, dans le fond, c'est d'être humain. Tous les humains ont fait des erreurs, c'est correct tant qu'on l'assume. Oui,
Oui, on a cassé un luminaire chez une cliente. Elle a changé. Là, on avait fini. Fait que j'ai pris le numéro de modèle. Le modèle était discontinué. J'ai demandé d'aller choisir un autre modèle. Le nouveau modèle qu'elle a choisi était plus petit. À cause du plus petit, il y avait des trous dans le plafond à cause des ancrages. Mais on a tout réparé. On n'a pas chargé d'extra pour ça parce qu'à la base, c'est notre erreur. On a accroché le globe a cassé. On le répare. C'est tout. On assume. On n'est pas à l'abri de ça si ça arrive. Au mieux, je pense que vous préparez à ça et vous savez que ça peut arriver. Donc, c'est pas choquant si ça arrive. Vous avez juste à régler ce qui est cassé et puis c'est correct. Je veux savoir où on peut trouver ProPinceau. Ou sur le territoire? Si quelqu'un cherche à faire un job. C'est sûr, notre site web, c'est le www.propinceau.com. On est sur Facebook, Instagram, LinkedIn, on est un peu partout. 514-883-9390. Nous, on est situé sur la Rive-Sud. On travaille sur la Rive-Sud et à Montréal. Je dirais qu'à Montréal, c'est plus pour des jobs commerciaux en général. Puis sur la Rive-Sud, là, on fait un peu de tout. C'est parfait. Puis on offre le service de peinture, mais on fait aussi tout ce qui est mural artistique, graffiti, peinture à la chaux, béton décoratif. Puis dernièrement aussi, le projet dans l'église que tu me parlais tantôt. C'est ça, on fait un peu de tout, tu sais, c'est ça, là, on fait une restauration d'église, on fait des restaurations de statues dans des cimetières, des choses comme ça, on fait vraiment... De tout. Parlez-nous-en, tu sais, même peinturer des meubles, peinturer des manteaux de foyer, au fusil, au pulvérisateur. Il n'y a pas grand-chose... Très versatile. Ouais. Avant de juste clore la discussion, j'aimerais bien savoir comment vous voyez ProPinceau dans 10 ans. Moi, j'aimerais, évidemment, comme j'ai dit, j'aimerais ça, dans 10 ans, peut-être avoir 30-40 employés. Ça serait un chiffre qui serait bien pour moi. Toujours reconnu dans le milieu, qui a du succès, des employés heureux. J'ai beaucoup de femmes dans mon équipe. On n'a pas beaucoup abordé le sujet, là, mais j'ai énormément de femmes dans mon équipe. Et puis, j'ai souvent même plus de 50% de mes employés qui sont des femmes. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais garder dans mon équipe. J'aimerais ça monter à 30-40, mais toujours garder un ratio là, équivalent hommes et femmes. Je pense que ça serait quelque chose, ça serait une belle vision. Ça serait... Dans ton entreprise, c'est quoi le bon équilibre, justement? Y a-t-il un pourcentage, comme c'est 50-50? C'est 50-50 en ce moment, pile, au niveau hommes et femmes. J'ai déjà eu 70% même de femmes, plus de femmes que d'hommes. En ce moment, c'est comme ça, c'est 50-50. Je trouve que c'est le fun, ça fait des bons mix aussi, des duos, puis ça change la synergie dans une équipe d'avoir juste des hommes ou juste des femmes. Je trouve que le mix entre les deux, ça se complète bien. Puis, tu sais, les clients ont beaucoup confiance envers les femmes dans la peinture. J'entends toujours, ils vont être minutieuses, tu sais, c'est des femmes. Fait que c'est sûr que quand ils voient des femmes arriver... C'est drôle comme généralisation, mais oui, c'est vrai. C'est vraiment, c'est vraiment l'impression que les gens y ont. Donc, c'est quelque chose qu'on est fiers. On a le certificat de parité homme-femme sur nos chantiers. Et puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien garder dans le futur. On le voit de plus en plus, en fait, dans plusieurs domaines, pas juste la peinture. La peinture, ça a toujours été un peu plus femme que tous les autres domaines, la construction ou rénovation, là, mais on le voit de plus en plus avec... Je vais faire un call-out, là, mais les filles de la construction, des organismes comme ça qui aident les femmes justement à mieux connaître l'industrie de la construction. C'est vrai. C'est vraiment bien. Oui. J'y crois fortement à l'équilibre. Je pense que oui. Puis je pense que les entrepreneurs, justement, sont capables de mettre les... Homme ou femme, il faut mettre la bonne ressource sur la bonne tâche. Fait qu'il faut connaître son équipe avec l'aspect humain qui revient encore, savoir les forces et les faiblesses de chaque. Puis je pense que si tu as un chantier et tu as des femmes puis tu sais que tu as des affaires plus lourdes, tu vas peut-être mettre telle personne en équipe avec une femme pour accomplir la même tâche. Je suis la page Facebook de l'École des métiers de la construction. Oui. Et puis, j'aime ça regarder chaque fois qu'il y a des classes de graduation de métier. Ils mettent des photos. On le voit de plus en plus. Et puis, comme là, la dernière classe qui a gradué la semaine passée dans le métier de la peinture, je pense que c'était 80% des femmes. Ah oui, wow! 80% des femmes. Donc, de plus en plus, il y a des femmes qui s'inscrivent dans des métiers comme ça. Plâtrières, il y en a de plus en plus aussi de femmes dans ce métier-là. Électricienne, il y en a de plus en plus aussi. Donc, il y a certains métiers là, qu'on voit beaucoup de femmes. Je pense que généralement, dans le domaine de la construction et de la rénovation, ce qui était dit, c'est que
c'est vraiment un secteur où c'est demandant physiquement et qu'il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas évidentes. Comme vous avez dit, comme vous avez donné l'exemple de porter des choses lourdes ou de monter, fixer des toits ou de la charpenterie où c'est pas évident. Mais je pense qu'il y a certains aspects de la rénovation ou de la construction où c'est plus accessible, même à tout le monde, pas juste pour les femmes. Puis maintenant, on a des outils aussi. On a des machines pour les choses extrêmement lourdes. On a d'autres rôles aussi dans le domaine de la construction qui sont comme la gestion des projets, qui sont la logistique. Puis on a réalisé à quel point la force dans ces types de rôles-là, que ce soit homme ou femme, quand on est très, très fort là-dedans, c'est là qu'on peut économiser des sous, beaucoup. Fait que, une fois que ton projet est mieux géré, on a moins de perte de temps, perte de matériaux, c'est sûr. Tout ça, moins de délai. Puis c'est sûr que ça permet justement d'avoir toutes sortes de différents talents, comme tu dis là, bonne personne à bonne place. Exact. Mais tu sais, je vais faire un petit clin d'œil à mes amis de la CNESST. Forcez intelligemment, s'il vous plaît. Exactement, donc, oui. Comme tu dis, on a des outils, on a des processus en place. Donc, à l'époque, c'était un métier très physique. C'était comme, je suis un homme, je lève la poutre, puis visse ça. Puis, mais maintenant, il y a des façons de travailler. Tu veux pas commencer dans la construction à 20-25 ans, puis à 40 ans, avoir le dos fini. Oui. Fait que oui, il y a plus de femmes, mais aussi c'est parce qu'on a trouvé des façons de travailler. Les outils ont évolué, les techniques, les matériaux sont plus légers. C'est sûr qu'il y a toujours à forcer quand même, mais il y a des façons de forcer, juste forcer le bas du dos, donc forcer avec les jambes, des trucs comme ça. Fait que presque tous les métiers sont accessibles, hommes ou femmes, selon moi. Excellent. Et je pense qu'avec tout ce qui est technologique et qui s'en vient, ça va encore plus faciliter et rendre accessible encore plus. Je pense qu'à un certain moment, tout le monde sera vraiment égal par rapport à toutes les tâches et ça sera ça sera nice. Ben, ça commence avec Pro Pinceau qui est 50-50 homme-femme. 55 et qui était 60 avec une bonne amélioration. Dans le fond, qu'est-ce que vous direz, comment vous pouvez encourager des femmes à peut-être penser à choisir ce chemin-là qui est dans la rénovation de la construction, qui eux peut-être pensent d'une manière où ça les freine, peut-être qu'ils pensent que c'est comme ça, qui ont des a priori, qui ont des idées, peut-être... Ben, c'est sûr que je pense que... J'assume que les femmes qui ont peut-être peur doivent penser que c'est un milieu macho, mais je pense que c'est un milieu où est-ce que, dans la construction... Les gens se taquinent, les gens s'écœurent et les gens sont un peu plus crus. Je vous dirais, moi, pour avoir travaillé dans un bureau puis dans la construction, c'est pas le même genre de mémérage puis qui se fait. Mais dans la construction, les gens sont plus directs. Dans les bureaux, c'est on s'envoie un courriel, puis il y a du gossip. Plus de PR. Il y a plus de PR du gossip autour. De bureau, des choses comme ça. Dans la construction, le monde, ils se le disent plus directement. Mais je pense que les femmes, ils se tiennent, puis ils se laissent pas pousser, puis il y a des normes. Puis, si c'est pas pire, le gossip femme en construction. Mais puis honnêtement, il y a les délégués syndicales qui se promènent sur les chantiers. Fait que moi, je ne tolérerais jamais que des hommes sur mes chantiers manquent de respect envers les femmes. Ils peuvent se faire des jokes et se taquiner entre eux. Tant que ça reste respectueux. Mais c'est sûr que moi, si je vois une situation que je trouve qui manque de respect, c'est sûr que je vais l'adresser. Fait que, mesdames, n'ayez pas peur. Si les métiers vous intéressent, allez les voir, allez dans les écoles de métiers, regardez, renseignez-vous. Puis la seule limite, c'est celle que vous faites mentalement. Ouais, c'est ça. C'est excellent. C'est ce qu'il faut dire. Est-ce que vous recrutez là tout de suite? Là, je viens d'engager une personne récemment, donc je voudrais que l'équipe est complète pour l'instant, mais je suis toujours ouvert aux candidatures spontanées. Parfait. Ça, c'est pour vous. Vous entendez très bien. Tout le monde écrit, tout le monde a son clavier. C'était un plaisir de vous avoir. J'ai vraiment aimé, j'ai aimé le sujet, j'ai aimé discuter avec vous. Je pense que vous avez une approche qui peut inspirer beaucoup de personnes à se lancer et peut-être à optimiser ce qu'ils font dans leur entreprise et à se focaliser sur quelque chose peut-être qu'ils ne font pas. Donc c'est vraiment intéressant. Dans le fond, je pense que parce que pourquoi forcément j'ai pas forcément abordé la question par rapport à vous, mais je pensais que vous allez venir avec votre conjoint. Partenaire, oui. Donc, moi, je suis encore ouvert à peut-être rediscuter avec vous deux et pour avoir peut-être approfondir aussi ce sujet-là, parce que avoir ses pensées, recevoir son point de vue. Exactement. On pourrait peut-être même faire un autre podcast parce que je pourrais venir avec ma partenaire, mais je pourrais peut-être venir avec
avec des peintres femmes. Oui. Ça serait Fait que, encore j'ai mieux, ouais. une de mes peintres qui a 60, 61. J'en ai une qui vient de sortir de l'école des métiers qui a 21. J'en ai dans la trentaine. Ça, Fait que, ça tu sais, serait pourrait faire une vraiment discussion intéressant. Ouais. intergénérationnelle Ouais. sur le sujet. Comment ils ont commencé, qu'est-ce qui les a amenés là. Ça pourrait être un sujet intéressant aussi. Excellent. On va s'arranger tout ça. Et c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On était avec Ali, président, directeur général de ProPinceau, et Frédéric, qui est la directrice marketing de Soumission Rénovation, et moi, Manef, votre humble présentateur de ce podcast qui est présenté par Soumission Rénovation. Donc, c'était Podcast Entrepreneur avec ProPinceau. C'était un plaisir et je vous dis à la prochaine. Merci, Manef. Merci. Merci à vous. Bye bye.